terme stagnation séculaire fait référence à cette idée que eh bien, les pays développés auraient connu leurs plus belles heures de croissance et que la croissance est un phénomène qui va disparaître et que dans le long terme, on connaîtra des taux de croissance très faibles. Alors il y a un peu deux types d'explications. L'un est basé sur des considérations de demande. Alvin Hansen, en 1938, disait qu'à cause de demandes insuffisantes, eh bien, les États-Unis seraient sujets à une récession très prolongée. Larry Summers a repris un peu cette idée au sortir de la dernière crise financière en disant voilà, la demande d'investissement insuffisante aux États-Unis va faire qu'il y aura un chômage persistant, même avec des taux d'intérêt réels négatifs, des taux d'intérêt nominaux zéro. Maintenant, il y a ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect demande insuffisante et qui se nourrit elle-même, et du coup, il n'y a pas de croissance de long terme. Deuxième type d'explication, c'est Gordon qui dit voilà, eh bien, les grandes innovations ont été faites. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'innovations, elles ne se reflètent pas dans la croissance de la productivité parce qu'en fait, les innovations d'aujourd'hui ne sont pas du tout du même niveau que celles d'avant. La machine à vapeur, c'était quelque chose de très gros. L'électricité, chimie, la deuxième révolution industrielle, c'était aussi très important. Mais la troisième, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, c'est rien du tout comparé aux autres. Et donc, c'est cette idée de, voilà, que les grandes choses ont été inventées, que maintenant, c'est des petites innovations et pas des innovations importantes. Alors moi, mon sentiment par rapport à ça, c'est que je pense que Gordon sous-estime que d'abord la révolution des TIC a changé la technologie non seulement pour produire des biens et services, mais pour produire des idées. On peut maintenant, grâce à Skype et à Dropbox, etc., on peut communiquer avec des chercheurs loin de chez vous, et la technologie de production des idées et d'innovation a changé, et ça va avoir un impact énorme. Deux, les rentes de l'innovation ont jamais été aussi grandes qu'aujourd'hui à cause de la mondialisation. Quelqu'un qui fait une bonne innovation aujourd'hui, il peut vendre dans le monde entier. Donc l'incitation à l'innovation n'a jamais été aussi grande. Troisièmement, on sait qu'il y a des secteurs comme les énergies renouvelables ou la santé, où il n'y a jamais eu autant de demandes pour des grandes innovations. Voilà. Alors, et puis il y a une autre considération, c'est qu'on ne sait pas mesurer la croissance. Je viens de faire une étude avec des collègues de Stanford et d'autres endroits où on montre en fait que chaque fois, vous savez, dans la croissance, on sait mesurer la croissance nominale, mais dans la croissance nominale, il y a l'inflation et la croissance réelle. Et tout ce qui est dû à des biens nouveaux qui remplacent des biens anciens, c'est-à-dire à la destruction créatrice, eh bien la contribution de ça à l'inflation, on ne sait pas la mesurer. Et on fait ce qu'on appelle de l'imputation, c'est-à-dire qu'on utilise les biens qui, eux, existaient hier et aujourd'hui pour inférer l'inflation globale de l'économie. Et en faisant cette méthode-là, et c'est ce que font tous les offices de statistiques, eh bien, on sous-estime considérablement la croissance réelle, on surestime l'inflation. Et nous, on montre que pour les États-Unis, à cause de ça, parce qu'on ne sait pas prendre en compte la destruction créatrice, eh bien, la croissance de la TFP, de la PGF aux États-Unis est un point au-dessus de ce qu'on dit. Pendant toutes les 30 dernières années, vous prenez les 30 dernières années, la croissance américaine, vous rajoutez un point par rapport à ce qui est dit. Donc si on vous dit 0,9, c'est 1,9. Si on vous dit 1,5, c'est 2,5. Voilà, donc si vous voulez, c'est pas stagnation. Il peut y avoir de la sécularité, il peut y avoir des vagues, mais à 2,5, j'appelle pas ça de la stagnation. Donc si vous voulez, voilà, un certain nombre d'éléments d'optimisme. Alors après, il y a tout, quand j'arrive aux 7 minutes, je pense, pas encore. J'ai encore un peu, et j'ai encore un quart d'heure. Donc, étant donné cet optimisme, on se dit, bon là, maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut être panglossien, qui dit, voilà, comme c'est mal mesuré, eh bien, on laisse les choses se faire? Non, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites pour accélérer, pour hâter des nouvelles vagues technologiques. Et essentiellement, il y a deux choses. Il y a un, c'est le climat pour l'innovation, créer un climat favorable à l'innovation, c'est-à-dire en particulier, il faut des marchés, il faut du financement, un écosystème financier qui favorise l'innovation, notamment basé sur financement par action, venture capital, etc. Et puis, il faut, en matière fiscale et administratif, quelque chose de favorable à l'innovation. C'est vrai que, par exemple, en France, le capital est totalement surtaxé et nous n'avons absolument pas une fiscalité en France favorable à l'innovation. Il faut qu'on s'aligne sur les pays rénans scandinaves qui, eux, ont compris qu'il fallait fondamentalement changer la fiscalité. Et dernièrement, autre chose importante, c'est le capital humain. C'est crucial d'investir dans le capital humain. Et le grand défi aujourd'hui, c'est de rendre l'innovation inclusive, c'est-à-dire que tout le monde se sente concerné par l'innovation. Voilà. Et là, il y a un gigantesque effort, éducation, formation professionnelle. Ça, c'est vraiment un domaine dans lequel nous avons un déficit gigantesque. Et s'il y a vraiment un domaine où il faut investir, donc c'est des réformes structurelles. Et en même temps, c'est des réformes structurelles, c'est créer un écosystème de l'innovation. Et c'est en même temps investir, mais investir c'est pas tant dans des ponts et dans des routes qu'il faut que nous investissions en France, c'est surtout dans le savoir et l'éducation.